Lors de ma pendaison de crémaillère, ma sœur a dit, cette maison à 960 000 $ est parfaite pour mes enfants. Puis maman a ajouté, commencez à faire vos valises. J'ai simplement souri, j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le document qui avait tout changé. Vous vous souvenez quand vous m'avez jeté dehors à 18 ans? J'ai acheté cette maison avec, vous savez, il y a des moments dans la vie qui vous frappent en plein ventre, vous laissant à bout de souffle. Pour moi, l'un de ces moments a été de regarder ma sœur, Cassandra, et notre mère, Eleanor, entrer fièrement à la pendaison de crémaillère de ma nouvelle maison à 960 000 $. Une maison qui représentait chaque sacrifice, chaque nuit tardive, chaque once d'énergie que j'avais consacrée à la construction de ma société de technologie. Et pourtant, le nœud dans mon estomac se serrait, ma peau picotant parce que je reconnaissais ce regard dans leurs yeux, le même regard que j'avais vu quand j'avais 18 ans, la nuit où tout mon monde s'est effondré. En grandissant à Boston, notre famille semblait tout à fait normale de l'extérieur. Papa dans la finance, maman avec sa boutique, 2 filles, et même un golden retriever nommé Rusty. Mais les apparences, comme on dit, peuvent être trompeuses. Quand j'avais 12 ans, les fissures ont commencé à apparaître. Papa a déménagé, et bien que le divorce lui-même n'ait pas été dramatique, ce qui a suivi a préparé le terrain pour des années de pure dysfonction familiale. Cassandra, de 3 ans mon aînée, a finalement épousé Eric, un banquier d'investissement issu d'une famille riche. Leur mariage? Somptueux. Maman a dépensé près de 50 000 $ qu'elle n'avait pas, affirmant qu'une fille ne se marie qu'une seule fois. J'avais 19 ans, je travaillais à 2 emplois, j'allais au collège communautaire, me débrouillant à peine pour payer ma robe de demoiselle d'honneur. Puis sont venus les bébés, Thomas, Nathalie et Benjamin. Avec chaque enfant, le sentiment de droit de Cassandra grandissait, et maman était toujours là pour les renflouer, souvent à mes dépens. Ta sœur a 3 enfants à nourrir, disait maman. De quoi as-tu besoin d'argent supplémentaire de toute façon? Des livres? Tu ne peux pas simplement utiliser la bibliothèque? Pendant ce temps, je me tuais à la tâche jusqu'à l'épuisement. Les bourses m'ont aidé, mais sans le soutien familial, j'étais barista le matin, tutrice l'après-midi et employée à la saisie de données le week-end. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Papa, après avoir déménagé à Chicago et fondé une nouvelle famille, est devenu un écho lointain. Maman, honnêtement, a rendu plus difficile pour lui de rester en contact avec moi, oubliant de me dire quand il appelait ou supprimant accidentellement ses messages. Mais j'ai persévéré. Pendant que Cassandra publiait des photos de vacances familiales parfaites, je passais des nuits blanches à coder et à étudier. J'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma classe. Maman est venue à ma remise de diplôme, mais elle est partie tôt parce que Cassandra avait appelé. Thomas avait une légère fièvre. Je ne me suis jamais plainte. J'ai juste accepté que c'était ma réalité et je suis devenu déterminé à bâtir mon propre succès à mes propres conditions. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point tout changerait radicalement le jour de mes 18 ans. Cette nuit a défini tout ce qui a suivi, menant directement à la confrontation 14 ans plus tard. Mon 18e anniversaire était un mardi. Je me souviens parce que j'avais réussi à avoir la soirée de libre, un événement rare. Je ne m'attendais pas à une grande célébration. Cassandra et Eric attendaient leur 3e enfant, et toute l'attention de la famille était sur eux. Pourtant, avoir 18 ans me paraissait important. J'étais légalement adulte, je terminais mes études secondaires et j'avais des bourses partielles pour 3 universités. Je suis rentré de mon travail de tutrice et j'ai trouvé maman et Cassandra à la table de la cuisine, plongées dans des tableurs. Elles m'ont à peine regardé. Il y a des restes de lasagne dans le frigo si tu as faim, a dit maman, les yeux rivés sur les papiers. J'ai chauffé une assiette et je les ai rejointes, curieuse. Sur quoi travaillez-vous? Maman a levé les yeux. On essaie juste de régler quelques questions financières. Cassandra et Eric ont besoin d'une plus grande maison maintenant que Benjamin est en route. J'ai acquiescé, habitué à ces conversations. Mais ensuite, un frisson m'a parcouru. Pourquoi avez-vous mes papiers de l'université? Cassandra a soupiré dramatiquement. Autant lui dire, maman. Maman a redressé les papiers et m'a regardé avec cette expression familière, celle qui précédait toujours le fait que je devais faire un sacrifice familial. Hazel, nous devons discuter de tes projets d'université, a-t-elle commencé. Avec Cassandra qui attend un autre enfant, ils ont vraiment besoin d'une maison avec 4 chambres. La prime d'Eric n'a pas été aussi importante que prévu cette année, et ils sont un peu à court.
Je suis restée silencieuse, sachant déjà où cela allait mener. Le fait est, a interrompu Cassandra, que nous avons tout calculé, et même avec le salaire d'Éric et l'aide de maman pour la compte, nous sommes encore à court. À court de quoi, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Nous devons utiliser ton fonds pour l'université, a déclaré maman d'un ton neutre. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas déjà des bourses, et le collège communautaire est parfaitement respectable. Tu peux être transféré dans une université plus tard quand les choses ne seront plus aussi serrées pour la famille. Mon fonds pour l'université, l'argent que papa avait commencé à épargner avant le divorce. L'argent que maman avait promis d'être intact pour mon éducation. Le fonds sur lequel je comptais pour couvrir ce que les bourses ne couvriraient pas. Mais c'est mon argent, ai-je dit doucement. Papa l'a mis de côté pour mon éducation. Cassandra a levé les yeux au ciel. Ne sois pas égoïste, Hazel. Nous parlons d'une maison pour ta nièce et tes neveux. Où sont-ils censés dormir? Benjamin devrait-il vivre dans un placard parce que tu veux aller dans une université UP? Ce n'est pas ce que je dis, ai-je protesté. Mais j'ai tellement travaillé pour cela. J'ai maintenu une moyenne de 4,0 tout en travaillant à plusieurs emplois. Ces bourses ne couvriront pas tout. Tu peux contracter des prêts comme tout le monde, a rétorqué Cassandra. Éric et moi avons une hypothèque. C'est la vie. Ou maman a ajouté, tu pourrais vivre à la maison et aller au collège communautaire. Ce serait beaucoup plus économique. Quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Une vie de conformité et d'acceptation a cédé la place à une pure indignation. Non, le simple mot a flotté dans l'air. Maman a cligné des yeux, peu habituée à toute résistance de ma part. Excuse-moi. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Cet argent est pour mon éducation. Papa, et toi, l'avez mis de côté pour moi. Ce n'est pas le fonds pour la maison de Cassandra. L'expression de maman s'est durcie. Ce n'est pas une négociation, Hazel. C'est ce qui va se passer. Ma priorité est mon éducation, ai-je rétorqué, ma voix tremblant. J'ai mérité ces bourses. J'ai travaillé tout en maintenant des notes parfaites. Je mérite d'utiliser mon fonds pour l'université. Cassandra a ri, un rire froid et méprisant. Oh, s'il te plaît. Comme si tu savais quelque chose sur la vraie responsabilité. Essaie d'avoir 3 enfants avant de nous faire la leçon sur ce que tu mérites. Les larmes me menaçaient, mais je les ai retenues. Ce n'est pas juste, et vous le savez. Maman s'est levée, sa chaise raclant le sol. Eh bien, alors, maman a croisé les bras. Si c'est ton attitude, tu as un choix à faire. Accepte que l'argent aille aider ta sœur ou fais tes valises et débrouille-toi seul. Tu as 18 ans maintenant, après tout. L'ultimatum a plané dans l'air. Cassandra avait l'air suffisante, certaine que je céderais comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose s'était brisé en moi, des années à être la deuxième, à sacrifier mes besoins pour les désirs de Cassandra. Je me suis levé lentement. Je vais faire mes valises. Le choc sur leur visage aurait été satisfaisant si je n'avais pas été absolument terrifié. Maman ne s'attendait clairement pas à ce que je choisisse l'indépendance. Ne sois pas dramatique, s'est moqué Cassandra. Où irais-tu même? Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti ma plus grande valise. Avec une efficacité mécanique, j'ai emballé des vêtements, des articles de toilette, mon ordinateur portable et des documents importants. Les photos de famille sont restées sur les murs. Elles ne me semblaient plus m'appartenir. Maman est apparue dans ma porte alors que je fermais la valise à glissière. Tu es ridicule. Réfléchis Y, et nous en discuterons rationnellement demain matin. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu, surprise par mon propre calme. Tu as clairement exprimé ta position. Je clarifie la mienne aussi. J'ai fait rouler ma valise devant elle, j'ai pris mon sac à dos sur le crochet près de la porte d'entrée et je suis sorti dans la nuit. Personne n'a crié après moi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture sur le parking de Walmart, utilisant mon uniforme de travail comme oreiller. Pendant 2 semaines, j'ai gardé cette routine, travaillant à mes 3 emplois, dormant dans ma voiture, me douchant à la salle de sport où j'avais un abonnement à prix réduit. Je n'ai rien dit à personne. Le 15e jour, le professeur Diane Reynolds, mon professeur d'informatique, m'a remarqué somnolent dans la bibliothèque. Elle m'a doucement réveillé et m'a demandé si tout allait bien.
Quelque chose dans ses yeux bienveillants a brisé mon calme soigneusement entretenu, et je lui ai tout raconté. Ce soir-là, elle m'a conduite chez elle et m'a montré sa chambre d'amis. Elle est à toi jusqu'à ce que tu te débrouilles, a-t-elle simplement dit. Personne ne devrait affronter ça seul. Le professeur Reynolds est devenu plus qu'un professeur. Elle est devenue mon mentor, mon avocate, la première personne qui a vraiment cru en mon potentiel sans condition. Elle m'a aidé à obtenir des bourses supplémentaires, m'a guidé à travers les demandes d'aide financière et m'a donné une référence clé pour un stage qui allait finalement changer ma vie. La nuit où j'ai été expulsé a façonné tout ce qui a suivi. Cela m'a appris que j'étais vraiment seul, mais aussi que la famille choisie pouvait être plus solidaire que la famille de sang. Plus important encore, cela m'a montré ma propre force, une force que je ne savais pas que je possédais jusqu'à ce que je sois obligé de la trouver. Avec le soutien du professeur Reynolds, j'ai réussi à rassembler suffisamment d'aide financière, de bourses et de travail à temps partiel pour fréquenter une université d'État voisine plutôt que l'école de mes rêves. Ce n'était pas l'université de Boston, mais elle avait un programme d'informatique solide, et j'étais reconnaissante. La vie universitaire était radicalement différente pour moi que pour mes pairs. Alors qu'il assistait à des fêtes et rejoignait des clubs, je travaillais à plusieurs emplois pour rester à flot, servant des tables, travaillant au service d'assistance informatique de l'université et faisant des projets de développement web en freelance tard dans la nuit. Le sommeil est devenu un luxe, une vie sociale inexistante. Malgré cet emploi du temps épuisant, j'ai maintenu une moyenne parfaite. Le programme d'informatique est venu naturellement, et je me suis retrouvé à aider les camarades de classe qui avaient des difficultés, dont l'une était Stéphanie Chin. Stéphanie, brillante mais désordonnée, est devenue ma meilleure amie et finalement associée commerciale. Nous étions opposés à bien des égards. J'étais méthodique, elle était impulsive. J'excellais dans la programmation back-end, elle avait un œil pour l'expérience utilisateur et le design. Ensemble, nous étions parfaites. Au cours de notre 3e année, nous avons commencé à discuter d'une idée d'application de gestion financière destinée aux jeunes adultes. La plupart des outils existants étaient destinés aux personnes déjà financièrement stables, pas à celles qui vivaient de chèque de paie en chèque de paie comme nous. Nous avons reconnu un fossé, et nous étions déterminés à le combler. En utilisant les ressources du campus, nous avons développé un prototype. Nous l'avons appelé Sen, une application qui aidait les utilisateurs à visualiser les dépenses, à automatiser l'épargne et à développer le crédit de manière responsable. Nos professeurs ont été impressionnés, et plus important encore, nos camarades étudiants l'ont trouvé vraiment utile. Après l'obtention de notre diplôme, Stéphanie et moi avons été confrontés à une décision, accepter des emplois stables en entreprise ou poursuivre notre rêve de start-up. Le choix aurait été tentant, surtout compte tenu de mon insécurité financière. Mais je me suis souvenu des mots du professeur Reynolds, parfois, le chemin le plus risqué mène aux plus grandes récompenses. Nous avons pris le risque, emménageant dans un minuscule appartement infesté de cafards pour économiser de l'argent. Nous nous sommes entièrement consacrés à Sen. Je codais en mangeant des ramen, Stéphanie concevait des interfaces utilisateurs jusqu'à l'aube. Nous avons assisté à tous les événements de réseautage, aux concours de présentation et aux ateliers de démarrage que nous pouvions trouver. 6 mois de rejet ont suivi. Les investisseurs pensaient que nous étions trop jeunes, trop inexpérimentés ou que nous nous concentrions sur le mauvais groupe démographique. Les étudiants ne se soucient pas de la planification financière, nous a dit un capital risqueur avec dédain, mais nous avons persisté. Une percée est survenue lorsque nous avons remporté une petite subvention commerciale qui nous a permis d'embaucher notre premier employé, un spécialiste du marketing qui nous a aidé à affiner notre message. Nous avons légèrement pivoté, ciblant les jeunes diplômés accablés de prêts étudiants plutôt que les étudiants actuels. L'application a gagné du terrain lentement au début, puis de façon exponentielle. Un blog technologique nous a présenté, un influenceur financier avec des millions de followers a recommandé Sen. Notre base d'utilisateurs est passée de milliers à des centaines de milliers. Pendant cette croissance, j'ai parfois pensé à contacter ma famille. J'avais eu un contact minimal depuis cette nuit-là. Maman avait appelé une fois, 3 mois après mon départ, non pas pour s'excuser, mais pour m'informer qu'ils avaient utilisé mon fonds pour l'université pour la compte de Cassandra. Papa envoyait des textos occasionnels pour prendre de mes nouvelles, mais notre relation restait distante. Je me suis plutôt concentré sur la construction de mon entreprise et de ma vie. Les années ont passé dans un flou de code, de réunions et de succès progressifs. Stéphanie et moi avons déménagé de notre appartement miteux à un bureau approprié. Nous avons embauché plus de développeurs, de représentants du service client,
de spécialistes du marketing. Sen a évolué pour devenir une plateforme financière complète. 5 ans après le lancement, nous avons reçu une offre d'acquisition de l'une des plus grandes sociétés de technologie financière du pays. Le nombre était stupéfiant, assez d'argent pour faire de Stéphanie et moi des millionnaires à plusieurs reprises. Après des semaines de négociations, nous avons accepté. J'avais 30 ans et j'étais soudainement plus riche que je ne l'avais jamais imaginé possible. La jeune fille de 18 ans effrayée dormant dans sa voiture semblait être une personne complètement différente. La sécurité financière a apporté la liberté de faire des choix délibérés plutôt que désespérés. J'ai investi la plus grande partie de ma manne, j'ai fait des dons à des bourses d'études pour les étudiants universitaires de première génération et je me suis finalement permis de penser à créer une maison, une vraie maison, pas seulement un endroit pour dormir entre les quarts de travail. Après des mois de recherche, je l'ai trouvée, une belle maison de style artisan dans un quartier chic. À 960 000 $, c'était un investissement important, mais tout à fait dans mes moyens. La maison de 4 chambres avait du caractère et du charme, plancher de bois franc, grandes fenêtres, un porche enveloppant et une cour arrière spacieuse. Elle avait besoin de rénovation, mais j'ai immédiatement vu son potentiel. En signant les documents de clôture, j'ai pensé à l'ironie. Il y a 14 ans, mon fonds pour l'université avait été pris pour aider Cassandra à acheter une maison plus grande. Maintenant, j'achetais une maison d'une valeur de près d'1 million de dollars grâce à mes propres efforts. Pendant la rénovation, j'ai reçu un message inattendu de mon père. Il avait vu des nouvelles de l'acquisition de Sen en ligne et voulait me féliciter. Notre conversation était maladroite mais a ouvert une porte. Il a expliqué qu'il m'avait perdu de vue après mon départ et qu'il avait eu trop honte d'essayer plus fort de me retrouver. Il a divorcé de nouveau et est retourné à Boston. Voudrais-je envisager de me rencontrer pour prendre un café? Cette rencontre autour d'un café était tendue mais réparatrice. Papa s'est excusé pour son absence pendant mes années difficiles. Il a admis qu'il était au courant de la situation du fonds pour l'université, mais qu'il se sentait impuissant à intervenir. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement, mais j'ai apprécié son honnêteté. Nous avons convenu de travailler à la reconstruction de notre relation lentement. Au cours de notre conversation, il a mentionné que Cassandra et Eric avaient de nouveau des difficultés financières. Apparemment, ils avaient dû réduire leur taille après que la société d'Eric ait subi une restructuration. Maman les soutenait toujours autant qu'elle le pouvait. Ils ne connaissent pas ton succès, a dit papa. Je ne leur ai pas dit. J'ai acquiescé, incertaine de ce que j'en pensais. Une partie de moi voulait qu'ils le sachent, qu'ils voient que j'avais réussi malgré leur manque de soutien. Une autre partie préférait que mes réalisations restent privées. Alors que les rénovations de ma maison approchaient de leur achèvement, j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. Après mûre réflexion, j'ai ajouté ma famille à la liste des invités. Stéphanie pensait que je me préparais à une déception, mais je sentais qu'il était temps de clore ce chapitre de ma vie d'une manière ou d'une autre. J'ai envoyé des invitations formelles à papa, maman, Cassandra et Eric. Papa a répondu immédiatement en acceptant. Maman a appelé, surprise mais d'accord. Cassandra a envoyé un texto, j'ai hâte de voir comment tu vas. Nous serons là. Le décor était planté pour des retrouvailles auxquelles je ne m'attendais pas, qui s'avéreraient plus dramatiques que je ne l'aurais imaginé. Le matin de ma pendaison de crémaillère s'est levé radieux et clair. Je me suis réveillé tôt malgré le fait d'être resté tard pour mettre la touche finale à la maison. Chaque pièce était parfaite, le salon avec sa sectionnelle confortable et ses bibliothèques intégrées, la cuisine gastronomique avec ses comptoirs en marbre et ses appareils de qualité professionnelle, la salle à manger qui pouvait accueillir confortablement 12 personnes, et à l'étage, 4 chambres magnifiquement aménagées, dont une suite principale avec un balcon donnant sur la cour arrière. Stéphanie est arrivée à 10 heures, armée de champagne et de décorations. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout » a-t-elle demandé en arrangeant des fleurs. Il n'est pas trop tard pour les désinviter. J'ai besoin d'une clôture, ai-je répondu, bien que mon estomac se tordait à l'idée de revoir ma mère et ma sœur. De plus, ce ne sont que 3 personnes sur 30 invités. Si les choses deviennent inconfortables, nous aurons beaucoup de tampons. Les traiteurs sont arrivés à midi, installant des stations à travers le premier étage. À 15 heures, tout était prêt, nourriture, boissons, musique et mes nerfs à vif. Mes collègues du monde de la technologie sont arrivés en premier, suivis par les voisins. Le professeur Reynolds est venu avec son mari, m'embrassant chaleureusement et me chuchotant à quel point elle était fière. Des amis de l'université, des relations de l'industrie et mon conseiller financier ont complété les premières arrivées.
À 16h30, la sonnette a de nouveau retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon père debout maladroitement sur le porche, un sac cadeau à la main. « Papa » ai-je dit, le mot me paraissant toujours étrange. « Hazel » a-t-il répondu, ses yeux observant la maison derrière moi. C'est impressionnant. Je l'ai invité à entrer, lui faisant une brève visite tout en le présentant à quelques invités. Il semblait sincèrement heureux de voir à quel point je réussissais, bien que quelque peu déplacé parmi les professionnels prospères qui remplissaient ma maison. « Ta mère et ta sœur devraient être ici bientôt » a-t-il mentionné. Elles prévoyaient de venir ensemble. J'ai acquiescé, remplissant mon verre d'eau pour cacher ma nervosité. « Et comment vont-elles » Papa a hésité. Gérer la situation professionnelle d'Eric a été difficile pour elles. Elles ont vendu leur maison l'année dernière et ont déménagé dans une maison de ville. Eleanor, ta mère, aide beaucoup avec les enfants. Avant que je puisse répondre, Stéphanie est apparue à mon coude. Plus d'invités arrivent, a-t-elle murmuré, y compris, je crois, ta mère et ta sœur. Prenant une profonde inspiration, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elles étaient là, Eleanor, à peine vieillie malgré les 14 années, et Cassandra, toujours belle mais avec des rides de stress autour de ses yeux. Derrière elle se tenait Eric, qui avait l'air beaucoup plus vieux et plus usé que je ne me souvenais, et leurs 3 enfants, Thomas, maintenant adolescent, Nathalie, une préadolescente, et Benjamin, environ 10 ans. « Hazel » a dit maman, sa voix prudente. « Merci de nous avoir invités. »« Bienvenue » ai-je répondu, reculant pour leur permettre d'entrer. « Entrez, je vous en prie. » Les enfants ont hésité timidement, visiblement entraînés à se tenir à leur meilleur. Je leur ai souri. « Il y a une salle de jeu à l'étage si vous vous ennuyez » leur ai-je dit. « Deuxième porte à droite. » Cela a un peu brisé la glace. Thomas a demandé si j'avais une console de jeu, et quand j'ai confirmé que oui, les enfants ont disparu à l'étage. Après de rapides remerciements, Eric a commenté « Belle maison ». Il a regardé autour de lui avec un intérêt professionnel. Les détails architecturaux sont impressionnants. Merci, ai-je répondu. La rénovation a duré 6 mois, mais cela en valait la peine. 6 mois. Les sourcils de Cassandra se sont levés. Tu as dû avoir toute une équipe qui y travaillait. C'est le cas, ai-je confirmé sans plus de détails. Aimeriez-vous une visite ? En les guidant à travers la maison, j'ai remarqué que l'expression de Cassandra devenait de plus en plus calculatrice. Elle a passé sa main le long des comptoirs en quartz, a regardé dans les placards et a fait des commentaires sur l'excellent espace pour les enfants dans la cour arrière. Maman a suivi plus tranquillement, commentant de temps en temps une décoration ou posant des questions sur une caractéristique. Cela a dû être tout un investissement, a-t-elle finalement dit lorsque nous avons atteint la chambre principale. C'est le cas, ai-je reconnu, mais j'ai eu de la chance dans ma carrière. Que fais-tu exactement maintenant ? A demandé Cassandra, assise sans y être invitée au bord de mon lit. Papa a mentionné quelque chose à propos d'une application. Je leur ai donné la version abrégée de mon histoire de succès, observant leurs expressions passer d'un intérêt poli à une réalisation stupéfaite. Tu as vendu ta société pour des millions, a précisé Cassandra, sa voix plus aiguë que la normale. Nous l'avons fait, ai-je confirmé. Le timing était bon. La visite s'est poursuivie en bas où d'autres invités étaient arrivés. J'ai présenté ma famille à Stéphanie, au professeur Reynolds, à des collègues et à des amis qui connaissaient des parties de mon histoire. Tout au long de ces présentations, j'ai remarqué que maman et Cassandra se blottissaient dans les coins, chuchotant intensément. Eric semblait déconnecté de leur conversation, s'engageant plutôt sincèrement avec mes amis de l'industrie technologique. 1 heure après le début de la fête, j'ai fait teinter un verre pour attirer l'attention de tout le monde. Merci à tous d'être venus célébrer ce nouveau chapitre avec moi, ai-je commencé. Cette maison représente non seulement un endroit où vivre, mais une étape que je pensais autrefois impossible. Je suis reconnaissante à tous ceux qui m'ont soutenu en cours de route. Alors que je terminais mon bref discours, Cassandra s'est avancée. En tant que sœur d'Hazel, j'aimerais aussi dire quelque chose. Sa voix portait ce ton confiant dont je me souvenais depuis l'enfance, la voix qui précédait généralement le fait qu'elle obtienne exactement ce qu'elle voulait. La famille et tout, a-t-elle poursuivi, posant sa main sur mon bras. Et voir la belle maison d'Hazel aujourd'hui m'a fait réaliser à quel point ce serait parfait pour notre famille. Un murmure confus a parcouru les invités. Ce que Cassandra veut dire, a interrompu maman doucement,
c'est que nous sommes si fiers d'Azel d'avoir créé un espace où la famille peut se réunir. Non, a corrigé Cassandra, sa prise se resserrant sur mon bras. Ce que je veux dire, c'est que cette maison serait parfaite pour ma famille. Avec la situation professionnelle d'Eric et les enfants qui ont besoin de bonnes écoles, nous recherchons exactement ce genre de maison dans exactement ce quartier. La pièce est tombée dans le silence. Même les traiteurs ont cessé de bouger. Cassandra, a commencé Eric, son visage rougissant, ce n'est ni le lieu ni le moment. C'est exactement le moment, a-t-elle interrompu. Azel a toujours voulu aider sa famille. Elle est célibataire, sans enfant, et réussit clairement bien financièrement. Cette maison de 4 chambres est gaspillée sur une seule personne alors que nous avons 3 enfants en pleine croissance qui ont besoin d'espace et de stabilité. Maman a acquiescé. La famille. Je suis resté figé, incapable de croire ce que j'entendais. Après 14 ans sans contact, après avoir pris mon fonds pour l'université, elle suggérait maintenant, non, s'attendait à ce que je leur donne ma maison. Azel, a continué maman, sa voix prenant ce ton autoritaire dont je me souvenais trop bien, tu dois faire tes valises et trouver un endroit plus petit. Un condo au centre-ville conviendrait beaucoup mieux à ton style de vie, et cela signifierait beaucoup pour la famille de ta sœur. Cassandra se promenait déjà dans le salon, soulignant les changements qu'elles apporteraient. Thomas pourrait prendre la chambre avec la baie vitrée. Nathalie adorerait la chambre violette, et Benjamin aurait tellement d'espace pour ses jouets dans la plus petite chambre. Maman s'est jointe à elle. Après tout ce que Cassandra a vécu, elle le mérite. C'est le moins que tu puisses faire en tant que sa sœur. La pièce était devenue complètement silencieuse. Mes invités nous regardaient avec une fascination horrifiée. Stéphanie s'était déplacée à mes côtés, sa présence étant solidaire mais silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration, me sentant étrangement calme malgré la scène scandaleuse qui se déroulait. J'ai quelque chose à vous montrer, ai-je dit doucement, récupérant mon téléphone. En utilisant le système de maison intelligente, j'ai connecté mon téléphone au grand téléviseur du salon. En quelques clics, j'ai affiché un document et l'ai projeté sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cassandra avec impatience. « Ceci, répondis-je, est une ordonnance restrictive que j'ai déposée il y a 14 ans après que vous m'ayez mis à la porte le jour de mes 18 ans. » La pièce tomba dans un silence stupéfié alors que le document juridique s'affichait à l'écran. Même le traiteur resta figé, les plateaux à la main. « De quoi parles-tu » La voix de maman brisa le silence, un mélange de confusion et d'indignation. « Nous ne t'avons jamais mis à la porte. Tu as choisi de partir. » Je gardai un ton égal, des années de calme soigneusement entretenu me servant bien. Vous m'avez donné un ultimatum le jour de mes 18 ans, accepter que mon fonds d'études supérieures aille à la compte de Cassandra ou faire mes valises. J'ai fait mes valises. Vous ne m'avez pas arrêté. C'était un désaccord, pas une expulsion, se moqua Cassandra, bien que ses yeux restaient fixés sur le document. Tu en fais tout un drame. J'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines, répondis-je simplement. En février, à Boston. Un murmure parcourut les invités rassemblés. Papa s'avança, le visage livide. Je ne savais pas que c'était aussi grave, dit-il doucement. Tu ne me l'as jamais dit. Cela aurait-il eu de l'importance, demandai-je. Il n'avait pas de réponse à cela. Je fis glisser mon doigt vers le document suivant sur mon téléphone. Ceci est plus intéressant, cependant. C'est pourquoi j'ai déposé l'ordonnance restrictive. L'écran affichait maintenant des rapports de crédit et des demandes de prêt, tous à mon nom, tous de la période juste après mon départ de la maison. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Eric, se rapprochant de l'écran, sa formation financière lui permettant de comprendre ce qu'il voyait avant les autres. Après mon départ, quelqu'un a ouvert 3 cartes de crédit et a contracté un prêt personnel à mon nom, expliquai-je. Ils avaient mon numéro de sécurité sociale, mon certificat de naissance et suffisamment d'informations personnelles pour passer les questions de sécurité. La dette totale était d'un peu plus de 45 000 $. Le visage de maman était devenu blanc. Cassandra s'intéressa soudainement beaucoup à son verre de vin. Heureusement, continuai-je, le détective qui m'a aidé était minutieux. Les cartes de crédit ont été utilisées dans des magasins que Cassandra fréquentait. L'argent du prêt a été déposé sur un compte qui a ensuite transféré le montant exact sur votre compte courant conjoint, Eric. Eric se tourna lentement vers sa femme. Tu m'as dit que cet argent venait de ta mère, un cadeau pour aider à la compte. C'était le cas, insista Cassandra.
Maman a aidé à organiser cela en commettant un vol d'identité contre ta propre fille. Le professeur Reynolds prit la parole, son comportement académique faisant place à une colère protectrice. C'est un crime. Au cas où vous ne le sauriez pas. Voici le rapport de police que j'ai déposé, interrompis-je, en affichant un autre document. J'avais suffisamment de preuves pour porter plainte pour vol d'identité et fraude. Le détective était particulièrement intéressé par cette demande de prêt. Je zoomais sur une signature où quelqu'un avait tenté de falsifier ma signature mais avait mal orthographié mon deuxième prénom. La main de Cassandra tremblait tellement qu'elle dut poser son verre de vin. Si tu as porté plainte, pourquoi n'avons-nous pas été arrêtés? Défiatait-elle, bien que sa voix manquait de conviction. Parce que je n'ai pas insisté, répondis-je simplement. J'avais 18 ans, j'étais terrifié. Et malgré tout, vous étiez toujours ma famille. Alors, j'ai conclu un accord avec un détective. Je rembourserais moi-même les dettes frauduleuses s'il documentait tout mais suspendait les poursuites. Je fis glisser mon doigt vers un autre document. Ceci est une preuve de paiement. Chaque centime de ces 45 000 $ plus intérêts payés par mois en 3 ans pendant que je faisais mes études, travaillant 3 emplois, dormant 4 heures par nuit, mangeant des nouilles ramen pour survivre tout en remboursant une dette que je n'avais jamais contractée. Eric avait l'air physiquement malade. Je n'en avais aucune idée, dit-il, sa voix à peine audible. Cassandra m'a dit que ses parents aidaient à la compte comme cadeau. Juste un parent, corrigeai-je doucement. Et ce n'était pas un cadeau. C'était un vol. Maman trouva enfin sa voix. Tu déformes tout pour te faire passer pour la victime, accusa-t-elle. Nous avons toujours fait tout ce que nous pouvions pour toi. Parfois, les familles doivent faire des choix difficiles pour le bien commun. Le bien commun? La voix de papa s'éleva de façon inattendue. Eleanor, elle avait 18 ans, notre fille. Et tu lui as volé. Maman se tourna vers lui. N'ose pas me juger, Michael. Tu es parti. Tu m'as laissé tout gérer. Je t'ai quitté, pas nos filles, rétorqua-t-il. Et je ne t'ai certainement pas autorisé à voler le fonds d'études de Hazel ou à commettre une fraude en son nom. Je savais pour le fonds d'études, admit-il, se tournant vers moi. Je suis désolé de ne pas m'être battu plus fort pour toi, mais les cartes de crédit, le prêt. Je n'en avais aucune idée. J'hochai la tête, acceptant ses excuses partielles pour ce qu'elles valaient. Cassandra, voyant le soutien s'effondrer, changea de tactique. C'était une période difficile, dit-elle, les larmes aux yeux. Nous avions un bébé, nous avions besoin d'une maison. Maman essayait juste de nous aider, et tu n'étais pas là pour qu'on te demande. Si tu étais resté, si tu avais communiqué, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être reconnus-je, mais cela ne justifie pas la fraude. Je fis glisser mon doigt vers un autre document. Ceci pourrait également vous intéresser, Eric. Tout en enquêtant sur le vol d'identité, j'ai découvert pas mal de choses sur les finances de votre famille. Ce sont des registres de 6 projets d'entreprises ratés dans lesquels Cassandra a investi à votre insu en utilisant des fonds communs. Les pertes totales ont dépassé 200 000 $ sur 8 ans. Le visage d'Eric se vida de sa couleur. Quel projet d'entreprise? La boutique de vêtements de Meghan, une amie de son université, le restaurant de son cousin, un service d'abonnement pour des produits de luxe pour animaux de compagnie entre autres que j'ai énumérés, tous ont échoué en moins d'1 an. Tous ont reçu des investissements importants des comptes de votre famille. C'étaient des prêts personnels à des amis, protesta faiblement Cassandra. Ils allaient tout rembourser avec intérêt. Est-ce pour ça que tu as caché les documents? La pièce était devenue inconfortablement tendue. Les invités cherchaient des sorties, ne sachant pas s'ils devaient rester pour cet effondrement familial manifestement privé. Je pense, dis-je clairement, que nous nous sommes égarés. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour revendiquer ma maison pour vous-même en partant du principe que je sacrifierai une fois de plus mes besoins pour les désirs de Cassandra. Je précise que cela n'arrivera plus jamais. Alors, tu vas jeter la famille de ta propre sœur à la rue? Demanda maman. Où est ta compassion? Ma compassion? Riais-je, bien qu'il n'y ait aucun humour dedans. Où était votre compassion quand je dormais dans ma voiture en hiver? Où était votre compassion quand vous avez volé mon identité et m'avez laissé avec une dette écrasante avant même que je commence l'université? Maman ouvrit la bouche, puis la referma. Je ne jette personne à la rue, continuai-je plus doucement. Mais je n'abandonne pas ma maison. Si vous avez besoin d'aide financière,
je suis prête à discuter de la mise en place de fonds pour l'éducation de Thomas, Nathalie et Benjamin. Ils sont innocents dans tout cela, et j'aimerais connaître mes neveux et nièces. Nous n'avons pas besoin de votre charité, lança Cassandra, bien que l'expression d'Éric suggérait le contraire. Ce n'est pas de la charité, répondis-je. C'est la famille qui est de la famille de la bonne manière. Maman attrapa son sac à main. Je pense que nous en avons assez entendu. Cassandra, les enfants, nous partons. Les enfants sont en haut en train de jouer aux jeux vidéo, lui rappelai-je, et je pense qu'Éric voudra peut-être rester. Éric hocha lentement la tête. J'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé avec nos finances, dit-il. Les enfants iront bien pendant un certain temps. Très bien, lança maman. Cassandra, allons-y. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Stéphanie s'avança. Je pense que c'est le mieux. C'est censé être une célébration de la nouvelle maison de Hazel, pas un lieu de tentative de vol de propriété. Le visage de maman devint rouge foncé. Comment oses-tu? C'est une affaire de famille. Oui, acquiesça Stéphanie, et la famille choisie de Hazel est là pour la soutenir. Vous devriez peut-être réfléchir à ce à quoi ressemble un véritable soutien familial avant de revenir. Après leur départ, la fête reprit lentement son élan, bien que les conversations se soient inévitablement centrées sur la confrontation dramatique. Éric resta, parlant tranquillement avec mon conseiller financier dans un coin, jetant de temps en temps un coup d'œil à son téléphone comme s'il voyait des SMS de Cassandra. Plus tard, lorsque les invités commencèrent à partir, il s'approcha de moi. Je te dois des excuses, dit-il formellement. Je n'avais aucune idée du vol d'identité ou des investissements. Je savais pour le fonds d'études, mais Cassandra m'a dit que tu l'avais accepté. Cela aurait-il eu de l'importance si tu avais su la vérité, demandai-je. Il y réfléchit. J'aimerais le croire, mais honnêtement, j'étais différent à l'époque. Le succès et l'argent étaient tout ce qui comptait. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce. En regardant ce que tu as construit par toi-même, j'ai réalisé à quel point mes priorités étaient mal avisées. Que vas-tu faire maintenant, demandai-je. Avoir une conversation très difficile avec ma femme, répondit-il d'un ton lugubre, et probablement contacter un avocat spécialisé dans le divorce. Les tromperies financières sont trop importantes pour être ignorées. Je ressentis une surprenante pointe de tristesse pour ma sœur. Malgré tous ses défauts, je n'ai jamais souhaité la fin de son mariage. Je pensais ce que j'ai dit au sujet des fonds pour l'éducation des enfants, lui dis-je, peu importe ce qui se passe entre toi et Cassandra. Il hocha la tête avec gratitude. Ils aimeraient connaître leur tante, surtout Thomas. Il s'intéresse à la programmation. Après qu'Éric soit parti chercher les enfants, Stéphanie et moi avons commencé à nettoyer. Eh bien, dit-elle, en chargeant les verres dans le lave-vaisselle, c'était la pendaison de crémaillère la plus dramatique à laquelle j'ai jamais assisté. Je ris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas exactement la conclusion que j'attendais, mais une conclusion néanmoins. Tu penses qu'ils essaieront de te contacter à nouveau, demanda-t-elle, maman et Cassandra. Éventuellement. Quand ils auront besoin de quelque chose. Je fermai le lave-vaisselle et me redressai. Mais la prochaine fois, je serai préparé. Plus de Hazel dormante. Alors que le dernier invité partait et que le calme s'installait sur ma nouvelle maison, je traversais chaque pièce, appréciant ce que j'avais construit. Pas seulement la structure physique, mais la vie qu'elle représentait. Une vie gagnée grâce à la persévérance, au travail acharné et au courage de me défendre quand c'était le plus important. Les jours qui suivirent la pendaison de crémaillère furent étonnamment paisibles. Je m'attendais à du harcèlement de la part de maman et Cassandra, des appels en colère, des SMS manipulateurs, peut-être même des visites impromptues. Au lieu de cela, le silence. C'est Éric qui me contacta, demandant à me rencontrer dans un café près de son bureau. Cassandra a emménagé avec ta mère, m'informa-t-il en buvant un lac 3 jours après la fête. Elle a pris les enfants pour le moment, mais nous avons convenu d'une garde partagée égale pendant que nous réglons les choses. Je suis désolé pour votre mariage, dis-je sincèrement. Il haussa les épaules, ayant l'air à la fois épuisé et soulagé. Après ce qui a été révélé à ta fête, j'ai commencé à creuser plus profondément dans nos finances. C'est pire que tu ne le penses. Nous ne sommes pas seulement en difficulté, nous sommes presque en faillite. Comment est-ce possible? Tu avais un bon poste dans la société d'investissement. Avait, souligna-t-il. J'ai été licencié il y a 6 mois, réduction des effectifs.
Je travaille comme conseiller financier depuis, mais je gagne environ un tiers de mon salaire précédent. Pendant ce temps, Cassandra a continué à dépenser comme si rien n'avait changé. Il poussa un dossier sur la table. Ce sont des relevés de compte dont je ne connaissais même pas l'existence. Carte de crédit utilisée au maximum. Prêt que je n'ai jamais signé. Deuxième hypothèque sur la maison avant que nous la vendions. En examinant les documents, je ressentis une vague de déjà-vu. Elle t'a fait ce que sa mère et elle m'ont fait, murmurai-je. Sauf à une échelle beaucoup plus grande, convint-il d'un ton lugubre. Nous parlons de centaines de milliers de dollars de dettes. Que vas-tu faire? La faillite semble inévitable? Il admit. J'hochai la tête en comprenant. Mon offre pour les fonds pour l'éducation tient toujours. Je peux créer des comptes qui ne peuvent être utilisés que pour les frais d'éducation. Cela signifierait tout, dit-il, une gratitude sincère dans sa voix. Et peut-être envisagerais-tu de passer du temps avec eux de temps en temps? Ils ont besoin d'adultes stables dans leur vie en ce moment. Cette conversation marqua le début d'un nouveau chapitre pour moi, pour Eric et pour les enfants. C'étaient des enfants brillants et curieux qui supportaient le poids du conflit de leurs parents avec une résilience remarquable. Environ 2 semaines après la pendaison de crémaillère, papa m'invita à dîner. Autour de pâtes dans un restaurant calme, il partagea sa perspective sur les années de dysfonctionnement familial. Je t'ai fait faux bon, dit-il simplement. Après le divorce, Eleanor a rendu difficile le maintien du contact, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû me battre plus fort pour rester impliqué dans ta vie. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, demandai-je, la question que je gardais depuis 14 ans trouvant enfin une voix. Il soupira profondément. En partie à cause de la culpabilité. Le divorce était de ma faute. J'ai eu une liaison avec ma deuxième femme avant de partir. Eleanor le savait, et elle a utilisé cela comme levier pour tout contrôler, y compris l'accès à vous les filles. Cette révélation changea ma compréhension de la dynamique de notre famille, bien que cela n'excusât pas son absence. J'ai également échoué à protéger ton fonds d'études, continua-t-il. Il était sur un compte joint avec Eleanor. J'avais confiance en elle pour l'utiliser de manière appropriée malgré nos problèmes. Quand j'ai découvert ce qui s'était passé, j'ai eu trop honte pour te confronter à ce sujet. Tu aurais pu m'aider, soulignai-je, quand je dormais dans ma voiture. Je ne savais pas, insista-t-il. Eleanor m'a dit que tu avais emménagé chez un ami de l'école. Au moment où j'ai appris le contraire, des mois s'étaient écoulés et tu avais cessé de répondre à mes messages. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, démêlant des années de malentendus, de demi-vérités et de mensonges purs et simples. Papa n'était pas irréprochable, mais j'ai compris qu'il avait été manipulé par maman presque autant que je l'avais été. Ta mère n'a pas toujours été comme ça, expliqua-t-il. Après la naissance de Cassandra, quelque chose a changé. Elle est devenue obsédée par la création d'une vie parfaite pour elle, souvent à tes dépens. J'ai essayé d'équilibrer les choses, de plaider en ta faveur, mais cela n'a fait que créer plus de conflits. Pourquoi ce favoritisme, demandai-je, la question qui avait hanté mon enfance. Il y réfléchit attentivement. Je pense que Cassandra rappelait à Eleanor elle-même, le soi qu'elle voulait être. Belle, socialement habile, traditionnelle. Tu ressembles plus à moi, analytique, indépendante, questionnante. Et je pense que cela lui faisait peur. 2 jours après mon dîner avec papa, j'ai reçu le premier contact de Cassandra. Un long email qui oscillait entre excuses et justifications. Elle reconnut le vol d'identité, mais blâma le désespoir financier et l'influence de maman. Elle exprima ses regrets pour la confrontation à la pendaison de crémaillère, mais maintint que les besoins de sa famille devraient être prioritaires sur mon extravagance. Cassandra classique, commenta Stéphanie quand je lui montrai l'email, s'excusant sans réellement accepter la responsabilité. Au moins, elle reconnaît ce qui s'est passé, répondis-je, plus généreuse maintenant que je suis en sécurité au-delà de sa manipulation. C'est un progrès. L'approche de maman fut plus directe. Elle commença à appeler quotidiennement, laissant des messages vocaux qui évoluèrent d'accusations en colère à des supplications larmoyantes. Les familles devraient se pardonner, insista-t-elle dans un message. Nous avons fait des erreurs, mais vous aussi en nous embarrassant devant vos amis. Je ne répondis à aucun d'eux immédiatement, me concentrant plutôt sur l'établissement de limites claires avec ma thérapeute, le docteur Jennifer Blake. Votre mère et votre sœur présentent des schémas classiques de comportement manipulateur, observa le docteur Blake lors d'une séance. Elles sont habituées à ce que vous finissiez par céder.
Votre établissement continu de limite est inhabituel et menaçant pour elle. Je me sens coupable parfois, admis-je, surtout que les enfants soient pris entre deux feux. C'est naturel, m'assura-t-elle. Mais rappelez-vous, vous modélisez des limites saines pour ces enfants, et vous les soutenez directement grâce au Fonds pour l'éducation et au temps de qualité. C'est un véritable soutien familial, pas le genre conditionnel que vous avez reçu. Au fil des semaines, la situation avec Eric et Cassandra se détériora encore. Leur procédure de divorce révéla encore plus de tromperies financières. Eric demanda la faillite comme prévu. Cassandra et les enfants continuèrent à vivre avec maman, dont la maison modeste était maintenant surpeuplée et tendue. 6 mois après la pendaison de crémaillère, Eric obtint un meilleur poste dans une plus petite entreprise et loua un appartement de 3 chambres. L'arrangement de garde lui donnait les enfants toutes les 2 semaines. Pendant ces semaines, je rendais souvent visite, aidant Thomas avec des projets de programmation ou fournissant simplement une autre présence adulte de soutien. C'est lors d'une de ces visites qu'Eric mentionna que Cassandra avait commencé une thérapie. Sa thérapeute a suggéré que cela pourrait aider avec le divorce et les problèmes financiers, expliqua-t-il. Je suis sceptique quant à son engagement, mais c'est un début. À peu près au même moment, j'acceptais enfin de rencontrer maman pour un café. La conversation fut tendue mais civile. Elle avait visiblement vieilli au cours des 6 mois depuis la fête. Vivre avec Cassandra et les enfants est difficile, admit-elle. Il n'y a pas d'intimité, pas de paix, et ses habitudes de dépenses. Elle s'interrompit, secouant la tête. Vous avez permis ces habitudes, soulignai-je doucement. Je voulais qu'elle ait tout ce que je n'avais pas, répondit maman. Un rare moment de conscience de soi. J'ai grandi pauvre, j'ai porté des vêtements de seconde main, je n'ai jamais eu les belles choses que les autres filles avaient. J'ai juré que ma fille aurait mieux. Vous aviez 2 filles, lui rappelai-je. Elle eut la grâce d'avoir honte. Je sais. Je me suis convaincu que vous étiez plus forte, plus indépendante, que vous n'aviez pas besoin du même soutien. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était aussi proche que je n'en aurais jamais. Ce schéma de manipulation financière s'étendant sur des décennies m'aida à comprendre que le comportement de maman n'était pas seulement une question de favoritisme. Il reflétait des problèmes plus profonds de contrôle, de droit et peut-être de problèmes de santé mentale non diagnostiqués. Pendant ce temps, le parcours de Cassandra à travers la thérapie semblait produire une croissance réelle. Nos déjeuners mensuels avec les enfants passèrent de maladroits à prudemment agréables. Elle trouva un emploi comme assistante administrative dans une entreprise locale, son premier véritable emploi depuis le mariage, et emménagea dans un petit appartement lorsque vivre avec maman devint intenable pour les deux. Je n'ai jamais appris à voler de mes propres ailes, confessa-t-elle lors d'une de nos réunions. Maman faisait tout pour moi. Puis Eric prit le relais. Quand tout s'est effondré, je n'avais aucune idée de comment fonctionner indépendamment. En la regardant lutter avec les responsabilités d'adulte de base, la budgétisation, la planification des repas, l'entretien de la maison, je ressentis une compassion inattendue. Cassandra avait été autant une victime du dysfonctionnement de maman que je l'avais été, mais d'une manière différente. Son statut d'enfant chéri avait paralysé sa capacité à développer la résilience et l'autonomie. Les enfants s'adaptèrent à leur nouvelle réalité avec une flexibilité remarquable. Thomas, maintenant âgé de 11 ans, prospéra dans le club de codage auquel je l'avais connecté. Nathalie découvrit une passion pour la science que ni Cassandra ni Eric n'avaient remarquée. L'obsession de Benjamin pour les dinosaures évolua vers un intérêt plus large pour l'histoire naturelle. J'ai créé des fonds pour l'éducation pour chacun d'eux, structurés de manière à ce que l'argent ne puisse être utilisé qu'à des fins éducatives, une protection contre la répétition de l'histoire. Eric et moi avons développé une amitié inattendue basée sur le respect mutuel. Il avait affronté la catastrophe financière de front, reconstruisant lentement son crédit et sa carrière tout en étant un père plus présent qu'il ne l'avait jamais été pendant son mariage. La faillite était humiliante, admit cette version plus authentique d'Eric. Toutes les relations n'ont cependant pas pu être sauvées. Maman continua à résister à une véritable responsabilité, oscillant entre des excuses superficielles et des justifications subtiles. Lors d'un déjeuner particulièrement difficile, elle suggéra que mon succès était en partie dû à son approche d'amour sévère. Si nous ne t'avions pas poussé hors du nid, aurais-tu développé la même motivation ? Réfléchit-elle comme si mon sans-abrisme avait été un moment d'enseignement calculé plutôt qu'un abandon. Je posai soigneusement ma fourchette. C'est comme dire que la violence rend les gens plus forts. Certains survivent malgré cela, pas grâce à cela. J'ai réussi malgré la façon dont vous m'avez traité, pas grâce à cela.
Elle changea de sujet rapidement, mal à l'aise avec la confrontation directe comme toujours. Ces moments renforcent l'évaluation du docteur Blake selon laquelle, bien que maman puisse améliorer son comportement pour maintenir le contact, un véritable remords ou une véritable perspicacité pourrait ne jamais venir. Certaines personnes ne sont pas capables de la profondeur de la réflexion sur soi nécessaire pour un véritable changement, expliqua le docteur Blake. Vous pouvez ajuster vos attentes en conséquence et décider quel type de relation limitée, le cas échéant, sert votre bien-être. Au moment où le premier anniversaire de ma maison approchait, j'avais établi des paramètres clairs pour l'interaction familiale, des déjeuners mensuels avec Cassandra et les enfants, des cafés occasionnels avec maman, des dîners réguliers avec papa et des moments plus fréquents avec les enfants pendant les semaines de garde d'Eric. Pour marquer l'occasion, j'ai organisé un petit rassemblement, un contraste délibéré avec la pendaison de crémaillère dramatique de l'année précédente. Stéphanie amena son nouveau fiancé. Le professeur Reynolds et son mari étaient présents. Papa vint avec Laura, leur relation étant maintenant sérieuse. Eric amena les enfants pendant quelques heures. Même Cassandra fit une brève et agréable apparition. Maman était notamment absente, son choix après que j'ai refusé d'inviter certains amis de la famille toxique qu'elle avait insisté à inclure. Ce fut une petite mais importante victoire dans le maintien de mes limites. Alors que le soir tombait et que les invités appréciaient le dessert sur le patio, Thomas s'approcha de moi avec son ordinateur portable. « Tante Hazel, peux-tu regarder mon code ? J'essaie de construire un jeu, mais les graphiques ne s'affichent pas correctement. » Nous nous sommes assis ensemble sur la balançoire du porche, dépannant ses erreurs JavaScript pendant que les lucioles clignotaient au crépuscule. Ce simple moment, une tante aidant son neveu, une famille soutenant sa famille de manière saine, me fit monter les larmes aux yeux que je chassai rapidement. « Ça va ?» demanda Thomas, remarquant mon émotion. « Plus que bien, l'assurai-je. Juste plus heureuse ici. » Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je traversai ma maison, vraiment la mienne dans tous les sens du terme. La maison était devenue un sanctuaire, non seulement du monde extérieur, mais aussi des schémas familiaux dommageables qui avaient failli me détruire. Entre ces murs, j'avais établi de nouvelles traditions, de nouvelles relations et une nouvelle définition de la famille basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la manipulation. Mon parcours de 18 ans dormant dans ma voiture à 32 ans possédant cette belle maison n'était pas seulement une question de succès financier. Il s'agissait de récupérer ma valeur, d'établir des limites saines et de construire une vie alignée sur mes valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Les relations avec ma famille seraient probablement toujours compliquées. Maman pourrait ne jamais reconnaître pleinement le mal qu'elle avait causé. La croissance de Cassandra pourrait avoir des limites. Les efforts de papa pour se faire pardonner ne pourraient pas effacer des années d'absence. Mais je n'avais plus besoin de leur validation ou de leur approbation pour me sentir complète. La jeune fille de 18 ans effrayée qui s'éloignait de sa maison d'enfance sans savoir où aller avait trouvé non seulement un abri, mais aussi de la force. Elle avait découvert que la famille est parfois choisie, pas née, et que se tenir dans sa vérité, aussi douloureuse soit-elle, mène à une connexion authentique plutôt qu'à la performance creuse de l'obligation. Alors que je m'installais sur mon porche avec une tasse de thé, regardant les étoiles apparaître dans le ciel d'été, je ressentis une paix profonde. Le voyage n'avait pas été facile, mais il m'avait mené exactement là où je devais être. Chez moi dans tous les sens du terme.